D'après la version dite officielle, le document connu sous le nom de Protocole des Sages de Sion est un faux avéré. Il aurait été créé pour nourrir l'antisémitisme au début du XXe siècle. Ses origines sont trop opaques pour le dater ou l'attribuer précisément à qui que ce soit. Il aurait essentiellement été utilisé à des fins de propagande et de désinformation visant à légitimer une haine envers le peuple juif. Dans le cadre de cet exposé, les éléments présentés sont analysés avec une approche critique, historique et factuelle. Il ne s'agit en aucun cas d'une validation, d'un soutien ou d'une diffusion simple de ce document, mais d'un effort de compréhension de son contenu et de son impact sur l'histoire contemporaine. Ce travail s'inscrit dans une démarche éducative et de vigilance, non pas contre un peuple ou une religion, mais contre une caste dominante qui se cache en coulisses ou derrière le paravent d'une minorité. Ce résumé reprend le contenu tel qu'il est présenté dans le texte, mais il faut souligner que ces affirmations peuvent véhiculer des stéréotypes dangereux. Toute lecture ou utilisation historique doit se faire en gardant ce cadre critique en tête. Évitons tout amalgame et généralité. Merci. Chapitre 5. Les protocoles des sages de Sion. Point numéro 1. Contrôle de l'argent. Le texte prétend que la domination mondiale passera par la concentration des richesses privées dans de gigantesques pôles financiers, rendant les États dépendants de capitaux privés. Il décrit une stratégie consistant à priver les États des ressources monétaires pour les forcer à emprunter, avec intérêt, auprès de ces banques privées, rendant ainsi les gouvernements corruptibles et esclaves de leurs prêteurs. Les crises économiques et les dettes d'État sont présentées comme des instruments volontairement utilisés pour affaiblir les nations. Point numéro 2. Contrôle de la presse. La manipulation de l'information est posée comme essentielle. Centralisation des agences de presse, contrôle préalable des dépêches et création de journaux couvrant tous les courants d'opinion, y compris ceux qui sembleraient s'opposer, afin d'orienter l'opinion publique. Le lecteur est censé ignorer que la diversité affichée masque un pilotage souterrain des idées diffusées. Point numéro 3. Extension du pouvoir. Utilisation des mouvements. Le texte recommande d'apparaître comme un ami de tous et d'exploiter les mouvements variés, anarchistes, communistes, fascistes, ouvriers, en gagnant leur confiance pour s'en servir comme instrument, quel que soit leur programme réel. Point numéro 4. Contrôle de la foi. On y lit la volonté présumée d'attaquer ou de vider les religions de leur sens en remplaçant la foi par une pensée matérialiste et des raisonnements pseudo-scientifiques afin d'affaiblir les repères spirituels et moraux des peuples. Point numéro 5. Produire la confusion des esprits. La stratégie vise à inonder l'opinion publique d'opinions multiples et contradictoires pour engendrer la perplexité et l'apathie politique. Cette saturation médiatique pousserait les citoyens à renoncer à avoir une opinion cohérente et donc à devenir manipulables. Point numéro 6. Susciter l'aspiration au luxe. Pour ruiner l'industrie, il s'agirait d'encourager une soif de luxe, alors même que la plupart n'y auraient pas accès, et de maintenir une inflation des prix de sorte que le travailleur doive travailler toujours plus pour accéder à des biens matériels. C'est présenté comme un piège socio-économique pour maintenir la dépendance. Point numéro 7. Utiliser la politique comme instrument. Le document dénigre la démocratie et la Constitution, les présentant comme des instruments de chaos et d'affaiblissement. Il préconise d'utiliser les élections et la démocratie formelle pour placer des marionnettes au pouvoir, tout en sapant l'autorité familiale et l'émergence d'individus indépendants. L'objectif affiché est d'entretenir une populace instable et manipulable. Point numéro 8. Contrôle de la nourriture. La pénurie et la dépendance alimentaire sont envisagées comme des leviers de domination.
En affamant ou en appauvrissant les masses, on accroît la mainmise politique. On insiste aussi sur la nécessité de priver les petits propriétaires ruraux de terres, via des charges ou des dettes, afin d'éliminer toute autonomie possible. Point numéro 9. Le rôle de la guerre. Le texte préconise de fomenter rivalités et conflits pour pousser des puissances à abuser de leur pouvoir, jusqu'à provoquer des guerres locales ou mondiales, en vue d'éliminer l'opposition et de consolider la domination stratégique. Point numéro 10. Contrôle par l'éducation. La stratégie éducative décrite vise à orienter l'enseignement pour faire admettre aveuglément la science et ses théories, mais sans encourager la pensée critique réelle ni les liens critiques entre événements. L'objectif déclaré est de dégoûter le peuple de l'autoréflexion et de lui inculquer des idées préfabriquées, diffusées ensuite par la presse et les intellectuels. Point numéro 11. Contrôle des loges maçonniques. Le texte affirme la création et la multiplication de loges maçonniques dans tous les pays, sous la direction d'une administration centrale secrète. La franc-maçonnerie est présentée comme une couverture ignorante du vrai pouvoir contrôlant ces loges. Point numéro 12. La mort. L'extrait contient des formulations brutales. La mort est présentée comme la solution à tout opposant et obstacle, indiquant que l'élimination, littérale ou symbolique, de résistance est envisagée comme un moyen d'assurer le projet. Conclusion sur le Novus Ordo Seclorum et réflexion de l'auteur. L'auteur relie ses protocoles à un prétendu plan de domination mondiale, le nouvel ordre mondial. Il évoque Rothschild et Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminés de Bavière, et conclut que, quelle que soit l'origine réelle, le principe exposé est ce qui compte. Il affirme que le plan serait mis en application actuellement et appelle à reconnaître ses effets plutôt qu'à débattre de qui l'exécute. Le texte conclut par une dichotomie idéologique Est-Ouest en citant Rudolf Steiner, l'Est comme société d'esclaves liée à la foi, l'Ouest comme race de seigneurs liée à la science. La conséquence est la suivante: les scientifiques athées n'ont aucune envie de se pencher sur les religions de l'Est, de même que les croyants de l'Est refusent la science de l'Ouest.